Bonjour à tous, aujourd'hui nous voici devant un très bel exercice tiré donc des annales tunisiennes sur donc, le baccalauréat, session mathématiques, enfin session principale, section mathématiques avec exercice comme d'habitude assez ambitieux par rapport à ce qu'on peut trouver en France. Donc on a ici une fonction f, expression donc 1 sur ln de x, on est sur l'intervalle de 1 jusqu'à plus infini ouvert en 1, et donc première partie, on va dire assez simple, ça, hein, étude de fonction, limite, dérivée, on trace la courbe, TVI, enfin corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, autrement appelé théorème d'abjection. Ensuite, en partie B, on regarde ça, c'est là que les choses intéressantes arrivent. On a ici une intégrale avec des bornes qui dépendent, voilà, des bornes ici, vous voyez, avec du x dedans, donc ça, hein, il va falloir dériver, donc justifier d'abord que c'est dérivable, calcul à dériver, démontrer l'égalité entre ces deux intégrales ici, pour tout x strictement plus grand que 1. Et après, on attaque sur des suites. Voilà, des suites. Encadrement, limite, une somme maintenant. Donc, il y a du travail. On est parti. On démarre doucement avec ici des limites. En plus l'infini, on regarde ce qui se passe dessous. C'est très facile. Limite de ln de x, donc en plus l'infini, vous le savez, c'est plus l'infini. Donc, par inversion, eh bien, la limite de l'inverse sera donc 0. Ça veut dire que la limite de f en plus l'infini, c'est évidemment 0. Si on a besoin, ça sera 0 par valeur positive. En limite, donc en 1 plus. Ça veut dire qu'ici, il faut aller regarder un petit peu ce que fait le logarithme. Alors, on va faire peut-être un petit tableau de signes quand même, où je ferai peut-être une courbe. Alors, pour le logarithme, vous savez que ça s'annule en 1. C'est en fonction de x, donc c'est strictement croissant, donc du moins plus ici, hein, c'est croissant, vous voyez. Comme ça s'annule en 1, on a bien moins plus. Sinon, rappelez-vous la courbe. Donc, ça s'annule en 1. On a une asymptote verticale ici, qui est l'axe des ordonnées. Donc, ici en 1, la pente est de 1. Il y en a ceci. Donc, vous voyez que ça veut dire que la limite, quand x tend vers 1, en étant plus grand que 1, vous voyez, on est à droite. Donc, on arrive par des valeurs positives. Donc, la limite du ln, c'est donc un 0 plus. Ça, c'est important, parce que comme on inverse, donc, la inversion, la limite de notre fonction en 1 plus, c'est donc l'inverse ici, 0 plus en termes de limite, c'est donc plus l'infini. Pour l'interprétation, alors on a d'abord en plus l'infini limite qui est nulle, donc ça c'est le signe qu'il y a une asymptote horizontale, donc alors je n'ai pas précisé mais c'est à la courbe, ici la courbe c'est donc C, et pareil, enfin qui est donc l'axe des abscisses, puisque la limite c'est nul, donc équation y égale 0, ensuite la limite de f en 1 plus, c'est plus l'infini, donc on a ici une asymptote verticale d'équation x égale 1, et bien sûr l'asymptote elle est à la courbe de la fonction f, donc à la courbe c. Et alors maintenant pour la dérivation, la question de a, donc je rappelle, n de x est différente de 0 hein, sur 1 plus infini, la fonction f est définie sur l'intervalle, la fonction kx sur n de x elle est dérivable sur r plus étoile, donc sur 1 plus l'infini ouvert en 1, donc on peut dériver, donc f est dérivable sur 1 plus l'infini. Et on utilisera la formule 1 sur u prime, c'est moins u prime sur u carré. Donc, quel que soit x strictement plus grand que 1, f prime vaut quoi? Donc, moins la dérivée de ln, moins 1 sur x, sur ln de x au carré. Alors, pour le ln de x au carré, il y a plusieurs façons de l'écrire. Vous pouvez, si vous voulez faire ceci, ou alors faire ln ici, ce petit 2 ici avec les parenthèses, et plus risqué, je dirais ceci, parce que si on écrit mal, on peut vite confondre avec ln de 2x. Moi, je l'écrirais plutôt comme au milieu, avec une parenthèse sur le x. Voilà. Donc ça me fait du moins. Ici, bien sûr, le 1 sur x, eh bien, le x va rejoindre au dénominateur le ln au carré, donc ln au carré de x. Voilà. Et donc, c'est bien ce qu'on voulait. Le tableau de variation à présent. Donc, on est donc pour tout x plus grand que 1. Donc, on a vu que x est donc strictement positif. ln de x est strictement positif. Donc, évidemment, ln de x au carré est différent de 0 et est strictement positif. Conclusion, à cause du moins qui est en haut, hein, pour tout x strictement plus grand que 1, f' de x est strictement négatif. Donc si on fait un tableau, hein, on va indiquer que c'est strictement décroissant. Alors je vais quand même mettre le signe, voilà, moins. Là on a 1, alors on va mettre ici une double barre. La fonction
Donc l'expression, alors elle va être décroissante en fonction de x ici. Donc je vais mettre ceci. Alors les limites, rappelons-nous, en 1+, on avait trouvé, plus l'infini, on avait cette asymptote verticale, on avait l'asymptote horizontale qui était l'axe des abscisses, donc la limite ici c'était 0. Là je suis en plus l'infini. Et on a terminé notre tableau de variation. Voilà, rapidement, voici à quoi ressemble la courbe. Ici, asymptote verticale, l'équation x égale 1. Et ici, asymptote, voilà, à la fin, ça se rapproche de l'axe des abscisses. Donc maintenant, il faut tracer cette courbe. Alors, je dirais que pour tracer cette courbe, on va d'abord, avec une règle, bien sûr, placer l'axe ici d'équation x égale 1. Donc, en fait, notre asymptote verticale. Ensuite, on va calculer quelques valeurs. Donc, en 2, peut-être 3, 4, on va utiliser la calculatrice. Alors, j'ai été placer quelques points, je vais vous montrer. Donc, la calculatrice, donc ici, réglage, table. Donc, ici, l'image de 2, j'ai placé un 2, l'image de 3, de 4, etc. Après, j'ai aussi utilisé l'image de 1.2. Voilà, pour avoir quelque chose, vous voyez, ça fait 5, 48, on est ici. On peut aussi prendre 1.5. D'accord. On obtient donc ici à peu près 2,5. Donc ici en 1.5, on est ici, voilà. Et donc après, on relie tous ces points. On attaque maintenant la dernière question de cette partie, f de x égale x. Donc là, on va introduire une nouvelle fonction. On va mettre soit g défini donc sur le même intervalle par l'expression g de x égale f de x moins x. On va montrer que g s'annule une unique fois sur l'intervalle. Pour ça, on dérive. Pour tout x, donc strictement plus aucun, aucun problème de dérivation. G est dérivable, et donc ça fera f' de x moins 1. C'est-à-dire moins 1 sur x ln de x au carré moins ici 1. C'est donc strictement négatif, il n'y a pas de souci, puisque on a vu que f' était strictement négatif. Ça veut dire qu'ici, on peut utiliser sans problème le théorème de la bijection. Alors ici, évidemment, g est dérivable. Je ne l'ai pas écrit, mais on va peut-être écrire comme ça. Et donc dérivable sur 1 plus l'infini sans aucun problème, comme somme de deux fonctions dérivables ou différence. Ça veut dire qu'ici, sur 1 plus l'infini, qu'est-ce qu'on doit dire? Première chose, g est dérivable, enfin continue, car on a dit qu'elle était dérivable. Ensuite, elle est strictement décroissante, on vient de le montrer. Alors, ici, c'est-à-dire qu'ici, g est strictement décroissante, sa dérivée est strictement négative. Décroissante sur 1 plus l'infini. Ensuite, alors les limites sont faciles, mais on va quand même les donner. Hein. Limite donc de g en 1 plus, donc f tend vers plus l'infini, moins 1 va tendre, moins x va tendre vers moins 1, donc ça c'est égal de façon assez évidente à plus l'infini. Ensuite, la limite de g en plus l'infini, alors f de x tend vers 0, moins x tend vers moins l'infini, donc ça fera moins l'infini. On applique donc le théorème de la bijection, ou les corollaires du théorème des valeurs intermédiaires. Ici, ça veut dire que g réalise une bijection de l'intervalle de départ ici qui était 1 plus l'infini ouvert en 1 sur, donc ici les limites moins l'infini plus l'infini, donc sur moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire sur R. Or, 0 est bien dedans, hein. Donc effectivement, l'équation g de x égale 0, et ça aurait fonctionné pour n'importe quelle équation, g de x égale 4 égale 8 ou égale moins 4, puisque c'est sur moins l'infini plus l'infini, eh bien elle admet une unique solution alpha. Et alpha est bien sûr strictement plus grand, il est dans l'ensemble de départ. Ça veut dire que donc, eh bien, comme g de x égale 0, ça veut dire que f de x moins x égale 0, ça veut dire qu'ici c'est f de x égale x, donc il y a question. Hein, et on a donc la même chose, admet une unique solution alpha strictement plus grand que 1. Et maintenant, il faut montrer que alpha est strictement donc plus petit que e. Alors, pour x plus petit strictement que e, on va regarder déjà l'image de e par g. Donc ça fait f de e moins e. f de e, c'est 1 sur ln de e.
ln2 vaut 1, donc ça fait 1 moins e, c'est donc strictement négatif. Donc, oui, c'est-à-dire que G2 est strictement plus petit que G de alpha. Et la fonction G, elle est strictement décroissante sur donc 1 plus infini. Les deux nombres aussi sont mis entre 1 et plus infini. Donc, comme G est strictement décroissante, l'inverse l'ordre, ça veut dire que E va être strictement plus grand que alpha. Et donc, alpha est strictement plus petit que E. Et c'est ce qu'on voulait montrer. Partie B. Donc maintenant, on prend n antinaturel, x strictement plus grand que 1, et on pose deux intégrales. Et celle qui m'intéresse pour l'instant, c'est grand H de x, c'est l'intégrale de ln de alpha ln de x exponentielle de t sur t puissance n dt. Voilà. Est-ce que, et cette fonction grand H, est-ce qu'elle est dérivable sur 1 plus l'infini? Et quelle est sa dérivée? Tout d'abord, on a dit alpha, il est entre 1 et e. Donc il est plus grand que 1. Et ici, x est aussi plus grand que 1. Donc ça veut dire que ln de x est plus grand que ln de 1 est positif, donc et ln de alpha est positif. Donc ça veut dire qu'ici, on intègre sur des nombres strictement positifs. Or, sur 0 plus l'infini, la fonction qui a t associée exponentielle de t sur t puissance n, elle est continue. Pas de problème d'intégration. Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour pouvoir dériver? Eh bien, imaginez, ça c'est votre brouillon. Si on prend K, une primitive de la fonction qui a t associée exponentielle de t sur t puissance n sur donc 0 plus infini, ça veut dire qu'h de x, qu'est-ce que c'est? Eh bien, si je prends une primitive, ça sera la fonction k pris en ln de x moins la fonction k pris en ln de alpha. Donc ici, pas de problème pour ln de alpha. Par contre, ici, quand on va dériver ça, il faut que... C'est une composée, donc on va avoir la dérivée de n qui va sortir. Quand on va dériver k, ça redonnera exponentielle t sur t puissance n. Par contre, il faut penser que ln doit être dérivable, donc c'est pour ça qu'on doit le préciser. Donc la fonction que x associe ln de x, elle est dérivable. Ici, on doit être donc dans le domaine où t, la fonction qui a t associée exponentielle de t sur t puissance n est continue et définie. Donc ici, il faut qu'on soit sur 0 plus l'infini. D'accord? Et donc, on a donc le logarithme qui est dérivable, la fonction qui a t associée exponentielle de t sur t puissance n, elle est continue. Ici, on n'a pas de problème avec les bornes. D'accord? Ln de alpha et ln de x sont bien. Donc, entre donc les deux tomberont bien dans 0 plus l'infini. Si je prends x plus grand strictement que 1, d'accord? Alors pour tout x strictement plus grand que 1, mais ln de x est donc positif. Et on sait que ln de alpha est positif, j'ai déjà dit. Voilà, tout ça, ça fait que h est dérivable sur, donc ici, 1 plus l'infini. C'est le domaine de x qu'on donne. Et, avec ce que je vous ai dit, et h' de x, donc on dérive ln, ça va faire du 1 sur x, et on prend la dérivée de k, donc c'est exponentielle de t, donc, mais que j'applique en ln, donc exponentielle de ln de x sur ln de x puissance n, donc, et là je dérive ça, mais c'est une constante, d'accord? Donc exponentielle de ln de x, ça fait x, le x devant 1 sur x va simplifier ça, c'est génial. En fait, ça se simplifie avec ça, il reste 1 sur ln de x à la puissance n. Donc on note ça, ça c'est très sympa, la dérivée de h pour expression 1 sur ln de x puissance n. Alors, on doit dire que pour tout x plus grand que 1, h de x est égal à f de x. Donc ici, on sait que pour tout x plus grand que 1, on vient de montrer que h' de x est égal à 1 sur ln de x à la puissance n. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ça veut dire que h de x va être égal à l'intégrale entre, alors ici, h de x s'annule quand x donne alpha. Alors ici, comme h de alpha, donc c'est l'intégrale donc, de ln de alpha, l'exponentielle t sur t puissance n, on intègre sur ici un intervalle réduit à ln de alpha, ça fait 0. Donc h de x, c'est l'intégrale entre, donc ici, alpha et x, de h' de x, donc de t dt,
d'accord. H', c'est donc 1 sur nx, donc c'est intégral entre alpha x de ln de, donc, pardon, 1 sur ln de t puissance n dt. Et ça, alors f de x, c'est encore là, c'est donc A. Donc ça fait intégral entre alpha et x, donc de 1 sur n de t puissance n, donc de f de t puissance n dt. Donc ça c'est super parce que, eh bien, on reconnaît exactement grand f de x. Donc question pas si simple que ça quand même, on peut se perdre un petit peu. Il faut penser, donc ici, moi je suis passé par grand h de x, comme on connaît sa dérivée, donc grand h de x, c'est l'intégrale de sa dérivée entre alpha et x, puisque h de alpha vaut 0. Alors on aurait pu aussi redériver, dériver grand f en disant donc que la fonction qui a t associe f de t, donc puissance n, elle est dérivable. Donc là c'est sur 1 plus l'infini. D'accord. Ensuite, les bornes alpha, on a dit, est donc plus grand que 1. X est plus grand que 1. Donc les bornes sont bien dans le bon ensemble ici. Ça veut dire que donc grand f est dérivable sur donc 1 plus l'infini. Et grand f', donc pour tout x plus grand que 1, qu'est-ce que ça va être? Donc quand on dérive, on trouve ce qu'il y a dedans appliqué. Donc ici, ce qui fait qu'on va trouver f de x à la puissance n. Voilà. Et donc ça, on reconnaît donc 1 sur ln de x puissance n, et on reconnaît h' de x. Donc ça veut dire que grand f et grand h ont la même dérivée. Donc elles diffèrent d'une constante. Ça veut dire que donc, sur 1 plus l'infini, il existe une constante, en général on les appelle c, telle que donc f de x est égal à h de x plus une constante, pour tout x, donc plus grand strictement que 1. Alors après, on prend quoi? On prend f de alpha, et donc égal à h de alpha plus c. J'ai dit h de alpha, ça fait 0. F, donc quand je prends x égale alpha, ça fait aussi 0. Donc c est égal à 0. Et donc, on vient de montrer que pour tout x plus grand que 1, f de x est égal à h de x. Voilà, vous voyez, deux façons de faire. Celle-là est pas mal. On continue. Question 2. Maintenant, pour tout n supérieur ou égal à 1, donc n ne peut plus être égal à 0, on définit donc un, c'est l'intégrale de alpha à e de f de t puissance n dt. Donc par rapport à ce qu'on vient de faire, c'est important. On remarque que un, c'est grand f de quoi? Donc je prends x égale e, donc grand f de e. Voilà, et donc ça veut dire que, je ne sais pas si ça servira, mais ça fait aussi grand h2, puisque E est plus grand que 1. Donc on peut appliquer la question, le résultat de la question B. Voilà. Donc petit a, vérifier que un est égal à ça. Eh bien je pense que c'est le H2. H2, ça fait quoi? Ça fait ln de alpha, intégral de ln de alpha ln de E, exponentielle de t sur t puissance n dt. Et comme ln de voit, ça fait ceci. Donc on a terminé cette question. Voilà, ça c'est h de E. Donc, effectivement, un, pour tout n supérieur ou égal à 1, un c'est quoi? Ça sera donc h de E. C'est donc l'intégrale de ln de alpha 1, exponentielle de t sur t puissance n dt. Ça, c'est assez simple. Maintenant, question B1, un encadrement de U de n. On va se servir de ce qu'on vient de faire, donc il va falloir encadrer exponentielle de t sur t puissance n. Alpha est entre 1 et E. Ici, t donc, est supérieur ou égal à ln de alpha. On avait vu qu'n de alpha, c'était strictement positif. Et t est inférieur ou égal à 1. Donc, je passe ici à l'exponentielle. L'exponentielle est strictement croissant, donc conservation de l'ordre. On n'a pas besoin de strictement ici, parce que je vais uniquement travailler sur les inégalités larges, mais je passe à exponentielle, ça fera alpha, inférieur ou égal à exponentielle de t, inférieur ou égal à exponentielle de 1, qui vaut e. On multiplie par 1 sur t puissance n, qui est strictement positif ici. Donc e de t sur t puissance n est entre e sur t puissance n et alpha sur t puissance n. Ici, donc on intègre sur ln de alpha 1,
c'est qu'il y ait bien un intervalle, hein, ln de alpha. On a vu c'est plus petit que n2, c'est plus petit que 1. Donc ça c'est très intéressant, ça veut dire qu'ici on peut intégrer. Au mieux je retrouve un, là je retrouve l'intégrale entre ln de alpha et 1 d'alpha sur t puissance n dt. Et ici, intégrale de ln de alpha 1 de e sur t puissance n dt. Je calcule tranquillement l'intégrale de ln de alpha 1 de 1 sur t puissance n. Je vais sortir le alpha et le e par linéarité. Je peux le faire ici en direct. Donc alpha et e vont sortir. Le alpha se retrouve devant et le e aussi. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc la linéarité de l'intégrale. Ici, primitive, c'est facile, hein, c'est du 1 sur t puissance n. Alors attention, hein, parce que quand on fait ça, ça veut dire qu'on a au-dessous du t puissance n, attention, moins 1. Donc apparaît ici un n moins 1, un moins devant. Donc ça, on peut le faire, mais pour tout n moins 1 différent de 0, donc il faut que n soit supérieur ou égal à 2. Voilà pourquoi ici on doit mettre n supérieur ou égal à 2. Et là, pris entre ln de alpha et 1, j'obtiens donc, je remplace par 1. Moins 1 sur n moins 1. Voilà. Moins moins donc plus 1 sur n moins 1 ln de alpha puissance n moins 1. Ici, on n'a pas encore ce qu'on veut, vous voyez. Donc, il faut travailler un petit peu. Je vais factoriser par 1 sur n moins 1. Qu'est-ce que j'aurai dedans? Donc, je vais commencer. J'ai du 1 sur ln de alpha puissance n moins 1 moins 1. Alors, rappel, et là, c'est parfois difficile. On rappelle que, en fait, comment est défini alpha? Eh bien, c'est g de alpha égale 0. Donc, f de alpha est égal à alpha. Ce qui équivaut à dire quoi? Eh bien, ça veut dire que 1 sur ln de alpha est égal à alpha. Donc, ln de alpha, là, vous l'avez, en fait. 1 sur ln de alpha puissance n-1, c'est alpha puissance n-1. D'accord? Ça, c'est bien, ça. Donc, peut-être je vais mettre un donc. 1 sur ln de alpha puissance n-1, c'est donc, vous avez compris, 1 sur n de alpha puissance n-1, c'est donc alpha puissance n-1. Et je vais utiliser ça ici, vous voyez que ça me donne donc, alors 1 sur n-1 fois alpha puissance n-1 moins 1. On est arrivé. Là, il y avait un petit peu de travail. Donc, je mets ça dans mon encadrement, je multiplie le premier par alpha. Donc, d'après ça, ça fait alpha sur n-1, alpha puissance n-1 moins 1 inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à... Donc, il y a le e cette fois-ci, e sur n-1, ça c'est super, alpha n-1 moins 1. Ici, je multiplie, en fait, je fais rentrer l'alpha dedans, et vous voyez que j'obtiens quoi? Exactement alpha puissance n moins alpha. D'accord? Et ça, eh bien, voilà, si je le fais rentrer, on obtient ceci. Divisé ici devant par, donc divisé par n-1. C'est exactement l'encadrement qu'on est donc CQFD, c'est ce qu'il fallait démontrer. Pas évident, hein. Vous voyez, le n supérieur égal à 2 sert ici. Là, on a utilisé un f de alpha égale alpha qui me donne du alpha égale 1 sur n de alpha. Ça, il faut y penser. Donc, une question que je trouve pas si évidente que ça. Maintenant, on continue avec des limites. On vous demande la limite, donc en plus de alpha puissance n sur n. Alors, alpha est plus petit que et plus grand que 1. Il est plus grand que 1. Donc, comment est-ce qu'on peut procéder? Donc, alpha puissance n sur n. Alors, on peut transformer ça. Ça fait, alors, alpha puissance n, c'est exponentielle de n, ln de alpha. Sur, donc, n. Voilà. Alors, dedans, on a l'exponentielle de alpha. Enfin, de quelque chose qui tend à plus infini. Donc, je rappelle que l'exponentielle de x sur grand x, ça tend vers quoi, ça? Eh bien, alors, nous, ln de alpha, je rappelle, ln de alpha, c'est comment? C'est plus petit que 1, mais c'est plus grand que ln de 1, donc c'est strictement positif. Donc, dedans, ça tend vers plus infini, donc je vais avoir besoin de la croissance comparée ici. Ça, je sais qu'en plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Mais oui, j'ai pas exactement exponentielle grand x sur grand x, j'ai pas mon grand x. Donc ici, eh bien, on va le fabriquer, ce grand x dessous. Je vais rajouter ln de alpha. Donc, je vais multiplier par ln de alpha. Ouais, j'ai fait apparaître ici, hein, c'est important. Voilà, ça, c'est mon grand x. Donc, je vais faire une composée. Hein. Limite, quand n tend vers plus l'infini de
n ln de alpha est égal à plus l'infini, puisque n de alpha est positif. Donc, la limite d'exponentielle de nn de alpha sur n ln de alpha, quand n tend vers plus l'infini, elle est égale à la limite quand grand X tend vers plus l'infini d'exponentielle grand X sur grand X, c'est-à-dire plus l'infini par croissance comparée. On multiplie par ln de alpha qui est positif, donc ça veut dire que ln de n, ln de alpha sur n ln de alpha fois ln de alpha tend donc, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Hein. Je répète encore une fois, ln de alpha est strictement positif. Donc, on vient de montrer que la limite de alpha puissance n sur n, c'est plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Voilà. Et maintenant, avec ça, on va trouver la limite de un. Alors, on va regarder les deux côtés. Hein. Tout d'abord, alpha puissance n moins alpha sur n moins 1. Et on prend donc pour tout n supérieur ou égal à 2. Je dois me servir de ce que je viens de faire. Donc, ben, qu'est-ce que je peux vous proposer? Il y a quand même du travail, hein. Rien n'est facile. Mon alpha puissance n sur n, eh bien là, je vais factoriser en haut par alpha puissance n. Ça me fera du 1 moins 1 sur alpha puissance n moins 1. En bas, je factorise par n. Ça fait 1 moins 1 sur n. Ça, c'est pas mal. Comme ça, j'ai fait apparaître mon, ici, alpha puissance n sur n. Donc, je vais le noter légèrement autrement. Ici, je vais mettre ceci ensemble. Voilà. Et là, j'ai un quotient. Donc, on a dit alpha est strictement plus grand que 1. Donc, la limite de alpha puissance n moins 1, n-1, n est plus grand ou égal à 2. Donc, n-1, c'est donc supérieur ou égal à 1. Donc, la limite de alpha puissance n moins 1, c'est plus l'infini. Ça, c'est pas évident. Il faut rédiger bien. Hein. Ça veut dire que la limite, donc, de 1 moins sur alpha puissance n moins 1, cela il tend vers 0. On inverse plus l'infini, donc il reste 1. La limite de 1 moins 1 sur n, c'est aussi 1. Devant, on a du alpha puissance n sur n. On vient de montrer que ça tendait vers plus l'infini. Donc, par quotient et produit, eh bien, la limite de alpha puissance n moins alpha sur alpha moins 1, c'est donc 1 plus l'infini. Et bien sûr, ici, c'est pas alpha, c'était un n. Donc, ça veut dire qu'ici, mon encadrement, on a ici un côté gauche qui tend vers plus l'infini. Alors ça, c'est bien, parce que un est plus grand que quelque chose qui tend vers plus l'infini. Donc, par comparaison, un va aller aussi vers plus l'infini. Donc, on peut écrire la limite donc, de alpha puissance n moins alpha sur n moins 1 est égale à plus l'infini. N tend vers plus l'infini. D'accord? Et, hein, donc ici, pour tout n plus grand que 2, hein, je répète, évidemment, ça fait beaucoup à rédiger. Alpha puissance n moins alpha sur n moins 1 est plus petit ou égal à un. Donc, par comparaison, bien, la limite de un est égale à plus l'infini. D, encore une limite. Tout ça, c'est pas facile. Hein. On a un sur alpha puissance n. Alors, alpha est plus grand que 1. Donc, alpha puissance n est strictement plus grand que 1. Donc, strictement positif. Ça veut dire que je peux diviser sans problème par alpha puissance n sans changer l'ordre dans mon encadrement. Donc, je sais ce que je vais faire. Qu'est-ce que ça donne ici? Donc, je vais tout diviser par alpha puissance n. Donc, le n-1, je n'y touche pas. Par contre, en haut, je divise par alpha puissance n. Il me restera 1 moins 1 sur alpha puissance n moins 1. De l'autre côté, je ne touche pas E sur n moins 1. Je divise tout par alpha puissance n. Il me restera 1 sur alpha moins sur alpha puissance n. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors, peut-être que des deux côtés, ça tend vers 0, puis on a un théorème des gendarmes, ou vers la même limite, donc on regarde. Alors, on a toujours ici, alors, alpha puissance n moins 1. Ça va tendre vers quoi? Donc, alpha est plus grand que 1, c'est-à-dire que la limite donc, de alpha puissance n moins 1, quand n tend vers plus l'infini, ben, ça va faire alpha est plus grand que 1, les puissances augmentent, donc ça, c'est plus l'infini. D'accord? Ça veut dire que la limite de 1 sur alpha puissance n moins 1, ça sera 0. Et ça, c'est parfait, parce que quand on fait 1 moins ça tendra vers 1, et on divise par n moins 1 qui tend vers 0. Donc, vous voyez, ça, c'est très bien. C'est-à-dire que la limite de 1 moins 1 sur alpha puissance n plus 1 est égale à 1.
Voilà, on divise par n-1. Donc, la limite de... Il y a beaucoup de choses. Hein. 1 moins 1 sur alpha puissance n-1 sur n-1 est égal à 0. Voilà, j'efface ça, mais on n'oublie pas que à gauche, ça tend vers donc 0. Maintenant, on regarde le côté droit. C'est la même chose. La limite de 1 sur alpha, c'est 0. Alpha puissance n, c'est plus infini, donc en inversant, c'est 0. Donc ça tend vers 0. Vous multipliez par e sur n-1 qui tend vers 0. Alors, on peut le dire, hein, ça, c'est égal. La limite, c'est 0. Donc par produit, la limite de donc, e sur n-1, 1 sur alpha moins 1 sur alpha puissance n, c'est donc égal à 0. Ça veut dire qu'à gauche et à droite, ça tend vers 0, quand n tend vers plus l'infini. Donc par le terme des gendarmes, ou le terme d'encadrement, pour passage à la limite, eh bien la limite de un sur alpha puissance n, c'est aussi égal à 0, quand n tend vers plus l'infini. Troisième, on s'approche petit à petit de la fin, hein, toujours un beau sujet. Donc là, regardez, pour tout n supérieur ou égal à 1, je considère une somme. La somme de donc k égale à 1 à k égale à n. Donc somme de 1 à n des k moins 2 uk. Alors, on vient de trouver la limite de uk sur alpha k, quand k vers plus infini. Donc on nous dit, alors en intégrant par partie, donc il va falloir aller regarder du côté donc de u de n. Il faut trouver une relation entre n et n plus 1. Donc on repart, donc pour tout n supérieur ou égal à 1, je vais repartir, donc je reviens à mon intégrale. ln de alpha 1 exponentielle de t sur t puissance n dt. Donc il y a l'exponentielle du 1 sur t puissance n. Alors si je veux revenir à un plus 1, il faut que je dérive évidemment le 1 sur t puissance n. Donc on va poser quoi? Alors je vais mettre des petits u, hein. Petit u donc de t, donc c'est lui que je vais dériver, c'est donc 1 sur t puissance n, et le v' de t, ça sera exponentielle de t. Donc, c'est-à-dire que u est dérivable, et sa dérivée c'est donc moins n sur tn plus 1, et ici v est dérivable et continu, et v, ça me fait exponentielle de t. Donc là, je fais une IPP, on rappelle u, v sont dérivables sur le bon ensemble ici, hein, sur donc là ln de alpha est plus grand que 0, donc sur 0 plus l'infini, et v et u et u' sont continus. Ça veut dire que là j'ai entre crochets u et v, donc exponentielle de t sur t puissance n, moins l'intégrale donc de ln de alpha, hein, de donc v u'v, attention à un autre moins, donc par linéarité je le sors ici, je peux même sortir le n tout de suite qui est là, et j'aurai e de t sur t puissance n plus 1 dt, hein, je précise. Hein. Ici on a fait la linéarité sur le signe et sur le n. Et on a terminé quasiment, parce que regardez, ça veut dire que un, on trouve, donc je remplace par 1, ça fait e, moins je remplace par alpha, ça fait exponentielle ln de alpha sur ln de alpha puissance n, plus n fois cette intégrale, vous la reconnaissez, c'est un plus 1. Donc on n'est pas loin. Ça veut dire que j'ai e moins exponentielle n de alpha, c'est alpha. On avait dit que, hein, je rappelle, c'est important quand même que 1 sur ln de alpha, c'est alpha. Donc ici ln de alpha puissance n, hein, c'est-à-dire que si ça je le mets, je mets puissance n, vous voyez qu'ici j'aurai puissance n. Donc ça veut dire que là, qu'est-ce que j'ai qui apparaît? Du alpha puissance n plus 1, parce que, alors je vais peut-être détailler, mais ça va faire fois alpha puissance n, il n'y a plus rien dessous, donc ça fait du moins alpha puissance n plus 1, il faut le voir ça. Donc moins alpha puissance n plus 1, plus n fois, donc ici un plus 1. Et c'est exactement ce qu'on voulait, regarder. un égale e moins alpha n puissance n plus 1 plus n un plus 1. C'est parfait. 3b montré par récurrence. Donc ici, donc l'expression de Sn en fonction de, donc ici de n et de u de n. Donc on nous le dit, hein, c'est une récurrente, donc on va regarder déjà tranquillement initialisation. Donc pour n égale 1. Alors combien vaut déjà S1? C'est intéressant.
c'est la somme donc, de k égale 1 à 1. Donc dk moins 2 uk, c'est-à-dire dans cette somme, il n'y a qu'un terme pour k égale 1. Donc 1 moins 2, ça fait moins 1, ça fait ça moins u1. La formule qu'on me propose. D'accord? Alors, je remplace donc, on remplace ici, vous voyez, ça veut dire qu'il faut que j'aille voir S1. Donc, je regarde alpha puissance n plus 1, donc c'est pour n égale 1. Donc, ça veut dire que c'est alpha 2 moins alpha 2. Ah, ben ça fera 0, ça. Plus 1 moins n vaut 1, e moins u1. Ben, c'est exactement égal à moins u1. Parce que ça fait 0, ça aussi. Donc, c'est vrai. La propriété est vraie pour n égale 1. Maintenant, l'hérédité. Voilà, je prends donc n supérieur égal à 1 tel qu'on est la propriété, et je vais aller regarder la propriété au rang suivant. Donc ici, je vais essayer de retrouver Sn plus 1. Donc quel est le lien entre les deux? Sn plus 1, vous voyez, c'est la somme pour k lambda 1 à n plus 1, dk moins 2 uk, donc il y a un terme de plus que la somme jusqu'à n, donc ça, c'est la somme de 1 à n, dk moins 2 uk, plus le dernier terme pour n plus 1. Donc, je remplace k par n plus 1, ça fait n plus 1 moins 2. Donc, n moins 1, u, n plus 1. C'est ça, je dis pas de bêtises, oui. Donc, ça veut dire que Sn plus 1, c'est Sn plus n moins 1, un plus 1. Je vais utiliser mon hypothèse de récurrence maintenant. L'hypothèse de récurrence, hein, c'est ceci. Enfin, j'ai supposé que c'était vrai. Donc, je l'injecte à ce moment-là. Ça me donne donc tout ça, je vais recopier, plus n-1, un plus 1. Je vous ai écrit ici le but, parce qu'il n'est pas si simple que ça, donc qu'est-ce qu'on va faire? Pour l'instant, je vais essayer de me ramener le plus possible à donc, ceci. Hein. Alors, vous voyez, j'ai moins n plus 1. Là, j'ai presque moins n plus 1, mais j'ai un n. Donc, je développe. Je ne touche pour l'instant pas au début, on verra après. Voilà. Plus 1 moins n, e. Alors, un... Moi, j'ai que du n plus 1, donc je vais m'en débarrasser de ce n avec la question d'avant. Je remplace donc par ceci. Voilà, c'est des questions pas faciles quand même. Hein. Donc, ça me fait moins e plus alpha puissance n plus 1, moins n un plus 1. Je développe cette parenthèse, j'aurai donc plus n un plus 1, ça c'est super, ça va s'annuler. Et j'ai moins n plus 1. On se rapproche doucement. Alors, ici, pour l'instant, regardez. Alpha puissance n plus 1 moins alpha carré sur alpha moins 1. Là, moi, je veux du moins NE. Donc, je développe. J'ai bien mon moins NE. Par contre, j'ai un plus E, mais avec le moins E, ça s'annule. Et j'ai, et ça, alors j'aurais dû le mettre juste à côté de mon premier terme, j'ai un alpha n plus 1 tout seul. Donc là, j'ai plus alpha n plus 1. Et donc, on a dit moins NE et j'ai le moins UN plus 1. On y est presque. Vous voyez, on a déjà deux des termes. Il y a juste celui-là. Donc, je vais mettre au même dénominateur. Donc, je gagne un petit peu de temps. Ça, je vais le... Bougez pas, on va décaler ça. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je multiplie ça en haut et en bas par alpha moins 1. Et on y est vraiment pas loin. Donc, je remets tout au même dénominateur. J'aurai alpha n plus 1 fois alpha, donc j'aurai alpha n plus 2. Ensuite, par contre, j'ai un moins alpha n plus 1. Mais j'ai un plus alpha n plus 1 du début. Et j'ai un moins alpha carré. Donc, si on simplifie, j'ai exactement ceci. Moins le NE, moins le UN plus 1. Et donc, l'hérédité, eh bien, je l'ai obtenu. L'hérédité, elle est vérifiée. Donc, vous faites une belle conclusion après, hein, en rappelant que vous avez initialisé, donc si la propriété est vraie pour n égale 1, elle est héréditaire, donc elle est vraie pour tout n supérieur ou égal à 1. On a terminé cette très jolie question. Et on est déjà, si j'ose dire, parce que ça fait quand même un sujet assez long, maintenant la limite de Sn sur alpha. Donc, je regarde. Ça veut dire que Sn sur alpha puissance n. Donc, comme la relation est vraie pour tout n sur égal à 1, celle-ci aussi. J'ai donc ceci. Alors, je divise tout par alpha puissance n. Donc, je vais laisser ce alpha moins 1. Par contre, en haut, je divise par alpha puissance n, il va me rester alpha moins. Donc, alors, on va mettre des alpha. Donc, ici, ça fait du n moins 2. Plus, donc, 1 moins n e sur alpha puissance n moins un sur alpha puissance n. Alors, donc déjà, hein, ça, on l'a déjà vu, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. C'est la question 2C. Ici,
on a les termes. Là, il va falloir séparer en plusieurs morceaux. Donc, je coupe. Alors là, c'est pareil que ce que je peux vous proposer. Bon, ben, alpha puissance n plus moins 2. Hein, donc, je vous montre et puis on rédigera un petit peu. Ça tend vers 0. D'accord. Donc, il reste alpha sur alpha moins 1. Donc, a priori, la limite finale hein, de Sn sur alpha puissance n. Donc le premier terme va me laisser du alpha sur alpha moins 1. Le deuxième, alors ici, hein, ça je n'y touche pas. Je sais le faire. Là je sépare, peut-être je développe, ça fait du e sur alpha puissance n, ça tend vers 0. Moins n sur alpha puissance n fois e, donc ça on l'a déjà vu. Et ici le terme un sur alpha puissance n tend vers 0. Donc, ça veut dire qu'ici le terme que j'ai là, qui est ici, ça il tend vers 0. Quand n tend vers plus l'infini. Celui-ci aussi, alpha puissance n, alpha est plus grand que 1, ça tend, alpha est plus grand que 1, donc ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Ensuite, n sur alpha puissance n, c'est la question de 2c. D'accord? Alors là, j'avais mis 2c ici, pardon, j'ai inversé. Ça, c'est la question 2d, tandis qu'ici, quand on fait tendre là, ça tend vers 0 parce que c'est la question 2c. Donc ici, ça tend vers 0 parce que c'est la question 2D. Et donc, il me reste uniquement, pardon, le petit terme, j'ai été un petit peu vite. On a mis 0 ici, c'est pas 0, c'est alpha sur alpha moins 1. Voilà. Alors après, sur une copie, bien sûr, vous présentez les choses séparément. Mais surtout, il faut bien indiquer, donc, pour la première, que alpha est plus grand que 1. Ici, c'est 2C. Ici, c'est 2D. Hein, j'ai séparé. Il faut penser à séparer. Hein, c'est des mots. Voilà, ça, il faut avoir l'idée. On sépare. Là, on va voir le texte. C'est donc 2D. Ici, on passe à la limite assez simplement, puisque alpha est plus grand que 1. Donc, 1 sur alpha puissance n moins 2. Hein. Ici aussi, je pense qu'il faut préciser que alpha donc, est plus grand que 1. Et donc, on a ceci. Et on a trouvé, et on a terminé cet exercice qui est quand même, encore une fois, sujet ici du bac tunisien sont quand même en maths pas faciles du tout et très intéressants. Voilà, et on a terminé. J'espère que ça vous a permis de comprendre. Il y a peut-être quelques défauts de rédaction, évidemment. C'est un sujet assez long, donc hein, pardonnez s'il y a quelques petites inexactitudes. N'hésitez pas à le dire. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.